c'est à vous. Bonjour et bienvenue à toutes celles et tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Nous entamons donc la 3e heure de cette émission. Nos connaissances sur la Covid-19 évoluent régulièrement et de nouvelles informations tombent chaque jour. Certaines personnes qui ont été malades et qui aujourd'hui sont officiellement guéries se plaignent de symptômes persistants après des mois. C'est ce qu'on appelle les Covid longs. Thune and Cove, une étude scientifique 100% tunisienne, vient d'élucider le mystère du long Covid. Cette étude multicentrique tunisienne chez des patients en post-Covid a enfin trouvé une explication à ces symptômes persistants et indique même un traitement. Alors il y a plusieurs équipes à Tunis, Sfax, Mehdi, à Medline qui ont collaboré à cette étude. Nous avons convié les deux chefs de file pour nous en parler. Le professeur Leila Abid, qui est professeur en cardiologie au CHU Hedi Shekhar à Sfax, qui est past présidente de la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire. Nous l'avons en ligne avec nous en direct de Sfax. Bonjour professeur Leila Abid. Bonjour Donia, bonjour aux auditeurs de FTTI et très ravi de faire partie de votre émission. Merci. Nous avons également ici en studio quelqu'un que vous connaissez bien, professeur Leila Abid, le professeur Selem Abdeslem, qui est professeur agrégé en cardiologie, qui est ancien trésorier de la STCCV. Bonjour docteur Abdeslem, merci d'être là. Bonjour Donia Cheuch, c'est un plaisir de vous retrouver et de retrouver les auditeurs de RTCI. Et on vous remercie encore une fois pour l'invitation. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Et alors récemment, s'est tenu un webinaire, ou un webinaire, comme on dit, où les résultats de cette première étude menée à l'échelle mondiale et réalisée par une machine 100% tunisienne ont été présentés. Et dès que j'ai ouvert le lien, je vous l'ai vu, je suis restée scotchée. Je pensais juste regarder un petit peu, histoire de me mettre au parfum, voilà, apprendre des choses pour cette émission. Mais j'ai suivi de bout en bout, tant les explications données était passionnante, c'était génial. Alors, avant de donner les résultats de cette étude, je vais vous demander de procéder à une petite remise à niveau et d'expliquer certaines notions afin que tout le monde puisse suivre vos explications, si vous le permettez. Alors, cette étude qui vient éclaircir le mystère du Covid long est la première large étude multicentrique tunisienne de la fonction endothéliale chez des patients en post-Covid. Alors, là, il y a plusieurs choses à expliquer, plusieurs termes, si vous voulez, pour qu'on puisse vous suivre, à expliquer à nos auditeurs. Tout d'abord, le Covid long, c'est quoi ? Alors le Covid lent, en fait, c'est l'histoire de tous les patients finalement qui ont été victimes de Covid et qui se sont rétablis. Oui. Et vous savez qu'au bout de 10 à 15 jours, les gens regagnent quand même leur travail. Bah oui. Mais beaucoup de patients continuent à être symptomatiques. Et beaucoup de patients continuent à se plaindre de fatigue, de douleurs thoraciques, d'oppression, de palpitations. Ces malades atterrissent chez les cardiologues et nous étions justement devant ce flot de patients qui arrivaient chez nous et pour lesquels on n'avait pas d'explication dans la littérature. Rien n'est publié, rien n'est médical, rien n'est scientifique. Et beaucoup d'entre nous considéraient que c'était du stress post-traumatique, c'est des malades dépressifs, etc. C'était psychologique. Voilà. D'ailleurs, beaucoup, ils sont chez les psys, finalement, avec des antidépresseurs. Mais quand on voit dans le détail les choses, beaucoup de patients, quand même, ont été devant des épreuves beaucoup plus contraignantes, notamment des malades qui avaient de la chimio, de la radiothérapie de cancer, et qui s'en sont sortis. Et ce n'est pas la Covid qui va justement les terrasser, les mettre en dépression, d'autant plus qu'ils sont guéris quand même. Tout à fait. Professeur Leila Abid, vous êtes là ? En fait, la particularité de la Covid, cette maladie, c'est une maladie du système qui touche tous les vaisseaux, tous les organes, hein, c'est cela ? Oui, tout à fait. On la considère comme une maladie de système parce qu'en fait, le virus, le SARS-CoV-2, touche l'endothélium. Et l'endothélium, en fait, c'est cette couche fine qui couvre tous les vaisseaux de l'organisme. Et donc, ça va induire de l'inflammation. Donc, on va avoir de l'inflammation au niveau de tous les vaisseaux, donc au niveau de tous les organes. Et quand on a cette inflammation, ça peut expliquer en partie les signes du post-Covid dû à cette dysfonction endothéliale. Et comme ça peut aussi expliquer la thrombose, les microthrombie ou des thromboses qui sont responsables des infarctus pulmonaires ou cardiaques ou même cérébraux.
D'accord, c'est clair. Alors, j'insiste parce qu'on va beaucoup parler de cette fonction endothéliale. Hein. L'endothélium, donc, c'est ce revêtement interne du cœur et des vaisseaux. J'ai vu que c'était des cellules plates, et ce qui fait qu'en fait, le flux sanguin va passer facilement. C'est cela? C'est ce que j'ai lu un peu? Alors, tout à fait. Les cellules endothéliales, c'est quelque chose de très mystérieux et de génial. Elles sont toutes plates. Alors, c'est juste une couche très 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 fine. C'est un peu la couche téphale qui est sur la partie interne des vaisseaux. Oui. C'est tous les vaisseaux de l'organisme et là où il y a du sang. Vous savez que le sang, c'est une humeur où tout est mélangé. Il y a de la graisse, il y a des cellules, il y a de l'eau, il y a du sel, etc. Et en fait, quand ça glisse au niveau de la paroi, ça ne doit pas frotter. Les lipides ne doivent pas se déposer au niveau de la paroi. Et cette couche téphale anti-adhésive, c'est en fait la couche endothéliale. Et pour expliquer un tout petit peu et simplifier la chose, la couche endothéliale est dotée de cheveux sur les cellules. D'accord. Ça fait un petit mucus en fait, avec du gaz qui est sécrété, qui est le monoxyde d'azote, qui va dilater les vaisseaux et les maintenir béants. Mais en même temps, ce gaz également, il est sur une couche de mucus. Donc tout le sang qu'on a et qui est en train de circuler, il flotte et il glisse sur une couche de mucus avec un gaz. C'est comme des pneus, pour que ça frotte pas. Ouais. Et donc le contenu du sang ne touche pas la paroi, il ne va pas boucher la paroi, et comme a dit le professeur Leila Abid, il ne va pas y avoir de la thrombose, il ne va pas y avoir des cellules qui vont adhérer à la paroi, et les lipides ne vont pas coller à la paroi. Dès que vous avez cette couche anti-adhésive de téphale qui va s'enlever, qui est la couche endothéliale, qui va être endommagée, et ben tout va coller à la paroi. Le sang ne va plus glisser, il va cailloter, et on va avoir du sang qui va obstruer. C'est des cailloux qui vont obstruer la circulation, la microcirculation et la macrocirculation. Et c'est pour ça qu'avec les malades qui sont victimes de Covid, on a des complications à la fois emboliques, thrombotiques, mais en fait c'est du thrombus qui se fait in situ à cause des dommages apportés à cette paroi. D'accord. Et un peu partout, on a vu, c'est aussi bien le cœur que le cerveau, que les reins, que les poumons, tous les organes qui sont touchés. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on va parler à présent de cette étude. Professeur Leila Abid, l'étude TUNAND-COV. Vous parlez d'abord, on explique encore un autre terme, si vous le voulez bien, vous parlez d'une étude multicentrique, c'est-à-dire? En effet, l'étude multicentrique, c'est-à-dire il y a plein d'équipes qui ont participé à cette étude. Et là, je tiens bien sûr à remercier et féliciter tous les investigateurs et toutes les équipes qui ont participé à cette étude et qui ont permis à cette étude de voir le jour, en fait. Oui. Parce que vraiment, c'est un rêve qu'on a réussi ensemble à le concrétiser. Et là, je signale dès le début que c'était l'idée de professeur Selma Abdelem, que je tiens à remercier, parce que c'est lui qui nous a proposé de mener cette étude. Selma Abdelem, c'est un passionné de la fonction endothéliale. Donc, il s'est intéressé beaucoup à l'étude de la fonction endothéliale. Et puisqu'on a compris qu'en fait, il y a une atteinte de cet endothélium dans la Covid, et pourquoi pas aussi, il peut être impliqué dans la post-Covid. C'est pour cela on s'est dit, on va tester cette fonction endothéliale dans le long Covid, surtout chez les patients qui gardent les symptômes. Donc, multicentrique, c'est la participation de l'équipe de cardiologie de SFAX. Oui. Et là, je tiens à remercier Dr Salma Chafiddine et notre résident Kim Projmen qui se sont travaillés avec beaucoup de dévouement lors de le recrutement des patients, le contrôle et le suivi des patients. L'équipe de cardiologie de Mahdia, il a à sa tête Dr Hassan Haj Omar, avec aussi la résidente Salma Krim, qui ont aussi travaillé vraiment avec beaucoup de labeur. Et bien sûr, il y a professeur Selma Abdelem, il y a docteur Abdel, je tiens aussi à remercier. Il y a le professeur Fawzi Added qui devait être avec nous, mais il a un empêchement aussi sur l'hôpital de l'Ariana. Et récemment, il y a deux équipes qui nous ont rejoints. Il y a l'équipe de médecine, de cardiologie de médecine, et l'équipe de médecine, à sa tête, c'est Dr Semi Milouchi, et l'équipe de médecine interne de la Marsa. Donc, à sa tête, c'est le professeur Kamel Boutlema. Et bien sûr, on n'oublie pas les équipes de pneumologie, de SFAX, de Mahdia, de Tunis, parce qu'on collabore ensemble, parce qu'il y a
plein de patients qui ont été hospitalisés dans les services de pneumologie. Donc d'où l'appellation d'études multicentriques, voilà, puisqu'il y a très bien. Alors là c'est bien clair. Maintenant qu'on a bien compris tous ces termes que vous nous les avez expliqués, on va voir comment elle s'est mise en place. D'abord, c'est une étude extraordinaire qui sort de l'ordinaire aussi, parce que c'est la première fois que sont publiées des conclusions à l'échelle internationale sur des séries aussi grandes. C'est-à-dire que vous avez 612 patients, et je crois savoir, d'ailleurs je m'adresse à vous, professeur Salama Abdeslam, je crois savoir que vous avez été salué à l'international et que maintenant vous faites partie d'une équipe. Racontez-moi. Alors en fait, en parallèle avec cette étude, nous sommes le seul pays africain et arabe qui a intégré une étude sur la fonction endothéliale à l'échelle mondiale. Bravo. Qui s'appelle l'étude Cartésien. C'est Madame Leila Abid qui est également investigatrice principale et interlocutrice de cette étude avec Monsieur Bouturi qui est l'investigateur international principal. Bravo. Et ça nous fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir d'être, je dirais, dans le marasme actuel, dans une dynamique positive et de travail, de contribution positive à l'échelle mondiale. Ah bah oui, mais nos chercheurs, nos médecins tunisiens, voilà, sont connus pour leur sérieux, pour leurs compétences aussi. D'ailleurs, vous avez travaillé avec une machine, le E4 Diagnose, et il paraît que cette étude a pu donc être réalisée grâce à cette machine 100% tunisienne, fabriquée par les ingénieurs tunisiens qui ont conçu et développé le satellite tunisien Challenge One. C'est cela? C'est-à-dire que la machine avait déjà été développée il y a 2 ans, je crois. Alors la machine, c'est un travail qui remonte justement à 2 ans. Donc on a essayé de travailler sur cette machine avec les ingénieurs et avec les médecins. Il y avait avec moi mon ami Fawzi Haddad. Oui. Mais en fait, la machine n'a pas été designée pour le Covid parce que finalement, on avait commencé ça longtemps avant que la Covid ne soit parmi nous. Oui. Et c'était un marqueur des maladies cardiovasculaires. Et avec cette machine... C'était pour travailler sur l'hypertension, sur les maladies coronariennes. Voilà. En fait, l'hypertension, le diabète et la maladie coronarienne endommagent cet endothélium et l'endothélium devient endommagé. Donc tout colle au niveau de la paroi et c'est comme ça qu'on a de l'athérosclérose et un vieillissement accéléré des parois artérielles. Et c'est à ce moment-là qu'on a compris avec l'avènement du Covid que réellement, c'est ces malades-là qui ont à l'état de base une calvitie de l'endothélium et un endothélium qui est défaillant. J'aime bien l'histoire de calvitie. Bah donc oui, on se rappelle que vous avez des petits cheveux. Oui, d'accord, okay. Donc c'est comme ça que le virus va coller sur la paroi. Et c'est pour cette raison justement que les gens obèses, les gens hypertendus, les gens diabétiques ont plus de prépension et en plus de risque d'avoir la maladie cardiovasculaire due au coronavirus. Comme a dit Mme Leila Abid, en fait, il se fixe à la fois sur les cellules pulmonaires, les pneumocytes de type 2, mais également sur l'endothélium où il y a la clé sur laquelle il se fixe, qui est le récepteur ACE2. Donc le virus ne peut pas rentrer dans une cellule sans qu'il ait la clé de fixation. Et ce récepteur-là, ACE2, est très présent au niveau de tout l'endothélium vasculaire. Et c'est comme ça qu'il va endommager de façon directe l'endothélium. Mais ça, c'est à la phase aiguë du Covid. Mais réellement, nous sommes à distance du Covid. Et le long Covid, c'est 1 mois à 6 mois après, des gens qui n'ont pas regagné un état de base. Ils ne sont pas retournés à l'échelle normale. Donc on s'était dit que probablement c'est un défaut de cicatrisation de l'endothélium. Et comme déjà il s'en amène à avoir un endothélium qui est déjà endommagé, donc le retard de cicatrisation va faire qu'il y aura des symptômes qui vont persister au long cours. D'accord, mais cette machine, elle va vous permettre de mesurer l'état de l'endothélium? Alors cette machine va nous permettre de mesurer justement la réactivité de l'endothélium et de la circulation au niveau des doigts. Et comment ça fonctionne? C'est très simple, c'est 2 capteurs en fait ultra sensibles de température et vous savez que le chauffage qu'on a c'est les 37 degrés de sang qu'on a et donc la température qu'on a à l'extérieur c'est une température qui est proportionnelle au débit sanguin. On induit une ischémie au niveau du bras, on met un brassard qui va gonfler au-delà de la pression systolique du patient. Comme quand on se prend la tension? Tout à fait, justement, mais c'est 5 minutes d'arrêt de circulation. Durant ces 5 minutes, il va y avoir des dettes importantes au niveau de la main en oxygène. Et donc du coup, au moment où on lâche le brassard, il va y avoir un flux. Voilà, tout à fait. Comme quand on ouvre les portes d'un barrage. Tout à fait. Et donc il faudra que ce flux soit suffisant pour compenser rapidement la dette. Et toute cette régulation est sous la dépendance du seul endothélium vasculaire. Vraiment, c'est une régulation intrinsèque où il n'y a ni cerveau, ni cœur dedans, ni rien du tout.
Et il faudra que l'endothélium soit bon pour que les vannes soient ouvertes largement. Et on voit justement si les gens n'ouvrent pas largement la vanne, on a des indices qu'on appelle l'endothelium quality index. S'il est inférieur à 1, eh ben, c'est des gens qui ne compensent pas l'ischémie du tout. S'il est supérieur à 2,5, ils sont excellents. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à mesurer la réactivité endothéliale au niveau d'un doigt, mais il faut se dire que c'est la même chose au niveau d'un cerveau, au niveau du cœur. Et Mme Leïla Abid va parler des détails de l'étude parce qu'il n'y avait pas que cette machine qui mesure ça. Et juste, je précise que l'équipe qui a travaillé sur la machine, c'est essentiellement Sijaïden de Polymath Tunisie. Voilà, on salue. Ce ne sont pas les gens de Challenge One, tous les gens de Challenge One, mais il a participé en fait. Oui. Mais c'est l'équipe de Polymath Tunisie, c'est Mohamed Jaïden qui a travaillé le plus sur cette machine. Et comment vous avez fait? Vous avez dispatché des machines comme ça, donc puisqu'il y a différents centres qui ont participé, que ce soit à Medine, que ce soit à Sfax. Comment ils ont fait à Mehdiya et tout? Alors, cette machine était déjà prête et on l'a utilisée dans un protocole également qui a été fait sur la fonction endothéliale chez les malades artéritiques qui ont des atteintes de membres bien avant la Covid. Oui. Et ça nous a permis de valider notre machine versus une machine américaine qui s'appelle la machine 2010 d'une boîte Endothelix. Donc nous avions la machine, nous avons validé la machine versus une machine américaine et nous étions contents des résultats avec un coefficient de corrélation qui était de 0,83, c'était excellent. Oui. Donc au moment de la Covid, on a eu justement cette idée d'expliquer, de dire que c'est pas psychologique, c'est des malades qui sont en train justement de se plaindre de quelque chose de pathologique. Et comme l'endothélium reste un fantasme aussi bien chez les auditeurs mais également chez les médecins, on n'arrive pas à mesurer. Donc on s'était dit que cette machine vraiment tombe à pic et il faudra probablement la rentabiliser. Mais il ne faut pas que ce soit le seul moteur de l'étude, il faudra qu'il y ait d'autres techniques qui sont utilisées. Madame Leïla Abid va détailler parce que nous avons utilisé une autre machine qui s'appelle NIRS, également pour l'endothélium. Nous avons fait des échographies de strain chez les patients et nous avons fait des holters rythmiques chez les patients. Et c'est là la beauté de tout, parce qu'on a eu justement tous les atouts de la fonction endothéliale et de la fonction cardiaque et de la circulation qui convergeaient, et vers la fin, nous avons eu des résultats qui étaient impressionnants. Bravo. Alors, professeur Leïla Abid, dites-nous, comment ça s'est mis en place tout ça? Racontez. En fait, au début, c'était pas facile, mais après, il suffit d'être vraiment enthousiaste et passionné par ce thème. Et on était tous à la quête de la découverte du mystère de ce post-Covid. Oui. Effectivement, donc, cet examen, comme l'a dit le Strapsen, prend 15 minutes. Et donc, on a mis une technicienne qui, en fait, s'est habituée à utiliser cette machine. Et c'est elle qui fait l'examen en présence des médecins, bien sûr. Donc, il y avait des résidents avec nous, il y avait nous aussi pour la décision aussi après thérapeutique. Et donc, il y avait la machine. Donc, les centres qui ont participé s'est doté de ces machines de diagnose. Donc, on a commencé au mois de janvier. Et on a pris bien sûr les patients qui en post-Covid et surtout ceux qui ont des symptômes. Et on faisait, donc bien sûr on menait un interrogatoire à la recherche des signes du post-Covid, tel que là si on regarde la littérature, le post-Covid c'est dans 80% les patients décrivaient des signes type douleur thoracique, type palpitation, type dyspnée, type fatigue, type céphalée. Donc, on a cherché ces signes chez les patients. Après, on a travaillé en collaboration tous les centres. On avait un système d'inclusion automatique des données. Donc, on a le même système où on inclut toutes les données pour avoir au fur et à mesure une donnée globale sur les résultats. Et donc, pour les patients, comme je l'ai dit, on a fait un interrogatoire. On a fait un examen et après on étudie la fonction endothéliale. En plus, à côté de l'étude de la fonction endothéliale, on a fait aussi des échocardiographies systématiques chez tous ces patients avec la nouvelle technique qu'a citée le Dr Aslem, le speckle tracking ou ce qu'on appelle le strain longitudinal global. Ça permet une étude plus fine du myocarde. C'est-à-dire, si je fais l'échocardiographie classique, on faisait tous les jours, on peut passer à côté d'une atteinte intraclinique de myocarde, cardiaque, et ce strain-là donc permet de détecter des atteintes intracliniques, c'est-à-dire des lésions inflammatoires microscopiques au niveau du ventricule gauche, ce qu'on appelle peut-être des myocardites, mais ce sont ce qu'on appelle aussi myocardial injury. D'accord. On va
pas trop rentrer dans les détails pour nos auditeurs. Professeur Leïla Abid, voilà, faut toujours retrouver le juste milieu entre le webinaire scientifique et puis là pour vulgariser pour nos auditeurs. Donc on a bien compris finalement tous ces résultats donc qui venaient de Sfax, Mehdi, Tunis, Mednine, où est-ce que tout allait converger? Il y avait bien une plateforme qui recueillait tous ces résultats. Très bien. Donc oui, on avait un système là où c'est un système, une sorte de plateforme où on enregistre toutes les données et on les analyse ensemble. Et les résultats elle nous a permis d'analyser les résultats de cette étude. Et effectivement, on a trouvé pratiquement dans 50% des cas une dysfonction endothéliale. Elle était là, c'est pratiquement dans 47% des cas. Et avec le EQ1 inférieur à 2, comme l'a dit tout à l'heure Dr. Abdeslam, et il s'agissait d'une dysfonction endothéliale sévère dans 22% des cas. Donc, on a montré que la dysfonction endothéliale, elle est là, c'est une réalité. Voilà. Elle existe chez nos patients post-Covid et elle était corrélée. Ça déjà, c'est très important pour tous les patients qui sont là victimes d'un Covid long et qui sont tournés en dérision par leurs collègues, par leur famille, par même les médecins eux-mêmes, en leur disant allez, ça se passe dans la tête, vous êtes guéris, ça va bien, bougez-vous. Ah mais non, j'ai mal, mais je me sens fatiguée, je suis essoufflée. Mais non, tout ça c'est dans la tête, c'est psychologique. Donc c'est très important à dire, la dysfonction endothéliale post-Covid est une réalité qui explique en partie, on va dire, les symptômes du post-Covid. Alors, quels sont les résultats, à part ça qui est très important, cette conclusion, les résultats de cette étude, donc on le rappelle, l'étude Thune&Cove multicentrique 100% tunisienne, qui a donc étudié la dysfonction endothéliale en post-Covid et qui propose même un traitement, on va le voir. Professeur Salam Abdeslam. Donc, à l'instant, le professeur Leïla Abid disait que finalement, on a trouvé qu'il y avait près de 50% des patients qui avaient cette dysfonction endothéliale et qu'elle était sévère chez 22% des patients. Tout à l'heure, vous avez parlé de facteurs de risque. Alors, est-ce que cette dysfonction endothéliale était associée réellement sur le terrain à des facteurs comme l'âge, comme, je ne sais pas, vous parliez de l'obésité Tout à fait. En fait, ce qu'on a mesuré comme indice de fonction endothéliale était corrélé à ces facteurs de risque, même au post-Covid, donc au long cours. Mais ce qui était encore plus amusant, et je dirais... Amusant justement, parce que la chose à laquelle on ne s'attendait pas... Enthousiasmant, on va dire. Enthousiasmant, voilà. La chose qui était la plus enthousiasmante dans tout ça, c'est que on était à la quête d'une réponse et dans une aventure pour laquelle on n'avait pas forcément de réponse. Bah oui. Et c'était une question mondiale qui était posée et on s'est plongé dans l'aventure. Il fallait bien sûr les agréments des autorités, il fallait le comité d'éthique qui accepte l'étude, il fallait préparer des papiers, le montage de l'étude. Ça se passe comme ça, d'accord. Ah oui, on ne peut pas faire une étude comme ça chez les gens et prendre des datas sans avoir l'approbation justement d'un comité d'éthique et des comités de protection de personnes. Il fallait enregistrer l'étude dans Clinical Trials, donc à l'échelle internationale. Il faudra avoir un numéro d'enregistrement international et une approbation du protocole à l'échelle locale, mais également à l'échelle internationale. Au moment où on était en train de préparer tout ça, il tombe un pile poil, un papier de la Société européenne de cardiologie qui dit messieurs les cardiologues, intéressez-vous à la fonction endothéliale, il faudra focaliser votre recherche sur la fonction endothéliale. Très bien, donc vous étiez précurseur. Justement, c'est ce qui a fait que cette étude est une première, parce que finalement, au moment où ils donnaient l'alerte... Vous, ça y est, vous étiez en plein de travailler. Nous étions en plein de travailler et nous avions des résultats. Oui. C'est vrai que dans la Covid, nous avons des résultats sur la fonction endothéliale en Covid, mais en post-Covid, il n'y en a pas. D'accord. Il y a juste des récits de médecins de post-Covid qui publient leur expérience dans le BMJ, etc. Nous avons des pourcentages. Alors, ce que je n'ai pas dit, ce qui était enthousiasmant, c'est que beaucoup de médicaments qu'on pensait pour la tension notamment, puisque c'est des malades qui sont hypertendus, coronariens, etc., on pensait que ces médicaments interféraient avec ce récepteur ACE2 et ils seraient probablement néfastes. Parce que pardon, je vous interromps, vous avez également étudié l'impact des médicaments en pré-Covid, c'est-à-dire les patients qui suivaient déjà un traitement avant de tomber malade. Et est-ce que ces traitements ne les protégeaient pas? Voilà, ces traitements étaient censés sur le plan physiopathologique être nocifs. Pourquoi? Parce qu'ils bloquaient ça. Ils up-régulaient le récepteur. Il y avait plus de récepteurs ACE2 parce qu'ils bloquaient la CE1.
Ouais. Et donc, du coup, le virus aurait probablement tendance à se fixer plus au niveau des cellules. Était censé, hein, c'est important. Censé. Était censé. Ça, c'était la théorie. Voilà. Alors, tout le monde disait qu'il ne fallait pas arrêter les médicaments. Certaines équipes, notamment à Madrid, qui se sont amusées à arrêter les médicaments, ils se sont frottés à une surmortalité en période Covid. D'accord. Et ce qu'on a trouvé dans l'étude, c'était enthousiasmant, c'est qu'on a démontré que ces médicaments étaient protecteurs et qu'il ne faut surtout pas arrêter ces médicaments chez les malades qui sont en per-Covid ou en post-Covid. Et au contraire, ils sont protégés grâce à ces médicaments. Donc, que ce soit deuxième conclusion très importante. Donc, la première, hein, on le rappelle, c'est-à-dire que les symptômes du post-Covid, eh bien, ça ne se passe pas que dans la tête. Il y a une réalité qui est là. Voilà, vous en avez amené la preuve. Il y a ce que vous appelez une dysfonction endothéliale post-Covid qui explique en partie les symptômes du post-Covid. Et puis, deuxième conclusion importante, là, c'est que en étudiant l'impact des médicaments en pré-Covid, c'est-à-dire les patients qui suivaient déjà un traitement, on se rend compte que ces médicaments contre l'hypertension, les anticoagulants qu'on prend quand on est cardiaque notamment et tout, enfin ces médicaments-là ont quelque part protéger le malade et qu'il fallait les poursuivre quand on a son Covid, quand on est malade, il ne faut pas les arrêter. Voilà, c'est ça. Hein, tout à fait. J'essaie de mettre en des mots. Et puis la vitamine D qu'on donne, etc., c'est des médicaments qui corrigent la dysfonction endothéliale. Mais cela dit, beaucoup de patients quand même ont des dommages parfois tellement importants. Oui. Et d'ailleurs, la dysfonction endothéliale était corrélée entre autres à la sévérité du tableau initial, à l'extension des dommages au niveau pulmonaire. Plus la Covid initiale est dramatique, plus la dysfonction endothéliale est là. Mais la deuxième question à laquelle on voulait répondre, est-ce que cette dysfonction endothéliale, c'est un retard de cicatrisation et qu'un beau jour, ces malades vont retrouver une vie normale? La réponse est non. Si on n'aide pas ces patients, en fait, le fait de courir et de faire du sport tel qu'on le dit tous les jours, il ne faut pas ne pas en faire. Il faut en faire, ça c'est sûr, parce que ça protège l'endothélium. Et le fait de manger un peu de jus d'orange, etc., ça aide beaucoup. Mais ce n'est pas suffisant pour retrouver une cicatrisation normale. Et d'ailleurs, on a inclus les patients à 1 mois, à 2 mois, à 6 mois, et la dysfonction était la même. Donc malheureusement, c'est un retard de cicatrisation qui traîne dans le temps et qui ne se corrige pas spontanément. C'est pour ça que les gens traînent dans le temps, dans la fatigue et dans l'essoufflement. Et la troisième conclusion et troisième bonne nouvelle, professeur Leila Abid, vous êtes là, c'est que vous avez trouvé un traitement, vous proposez un traitement pour justement cicatriser cette on va dire, dysfonction endothéliale. Oui, effectivement, Dunia, mais peut-être c'est le 4e résultat. Ah, il y en a un autre, dites-moi. En fait, avant d'arriver au traitement, le 3e résultat, et c'est dans le même sens d'idée, c'est qu'aussi on a retrouvé que les patients qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire, ils font plus de dysfonction endothéliale sévère. C'est-à-dire les patients hypertendus, les patients âgés, les patients tabagiques, les obèses et surtout les diabétiques. Donc, ils ont tendance à avoir plus de dysfonction endothéliale sévère que les patients qui n'ont pas de facteur de risque cardiovasculaire. Et donc, on l'a prouvé encore une fois dans cette étude. Alors, est-ce qu'il y a un traitement qui pourrait améliorer cette dysfonction endothéliale sévère et donc les symptômes? J'arrive au 4e résultat, le traitement, parce que là, il ne suffit pas de comprendre le mécanisme, pourquoi ces patients ils ont des douleurs, pourquoi ils ont ces signes en post-Covid. Il faut trouver une solution, parce que ces patients sont très gênés et sont symptomatiques. Et effectivement, on a testé un médicament qui a ses indications dans notre pratique courante. On le donne pour les varices, les artères du membre inférieur et tout. Et il a une action sur la fonction endothéliale. On s'est dit pourquoi ne pas le donner chez ces patients chez qui on a prouvé cette dysfonction endothéliale. Et les résultats vraiment ils étaient passionnants. Alors, et c'est là, pardon, vous allez me donner les résultats, mais c'est là que vous allez nous expliquer un autre terme. Qu'est-ce que c'est qu'une étude prospective? Et c'est le cas de votre étude. Racontez. Voilà. L'étude prospective, c'est-à-dire on va donner le médicament au patient et on va voir qu'est-ce qu'il va donner. C'est-à-dire, comme l'a dit Cécile, c'est comme une aventure. On va se plonger dans cette aventure, on va donner le médicament et on va suivre le patient. Voilà, vous êtes actif en fait. Vous ne vous contentez pas d'observer, vous êtes actif, vous provoquez quelque chose pour étudier le résultat. Et donc vous avez donné ce médicament à un groupe de patients et puis l'autre groupe, on a attendu une évolution naturelle.
Et vous avez comparé? Voilà, donc pour l'autre groupe, on a attendu l'évolution naturelle en conseillant l'activité sportive, manger des aliments riches en vitamine C, surtout ce qui est les oranges. Et après, on a comparé les deux et effectivement, on a trouvé chez les patients qui ont pris le médicament, ils ont amélioré leur fonction endothéliale, mais non seulement ils l'ont amélioré, mais ils ont vraiment récupéré leur fonction endothéliale. Donc, c'est magnifique ça. Dans 20% des cas, donc on a une amélioration dans 50% des cas et on a une récupération dans 20% des cas de la fonction endothéliale dans le groupe traitement par rapport au groupe entre guillemets placebo, si on se permet de dire. Oui. Voilà. Et ce groupe, donc ça témoigne de l'apport de cette molécule, de ce traitement pour améliorer et pour guérir, si on se permet de le dire. Oui, parce que ça va à la fois booster la réparation de l'endothélium et les symptômes du Covid long vont disparaître. Vous les avez vus disparaître au bout de 3 semaines, c'est ça? Effectivement, on a revu les patients à 3 semaines à 1 mois. Oui, je vous ai suivi, je vous ai suivi attentivement. Voilà, oui, on les a suivis. On a recontrôlé les patients à 3 mois, 3 à 1 mois, 21 jours à 1 mois. Et on a trouvé une amélioration des symptômes qui est parallèle à l'amélioration de la fonction endothéliale. Professeur Selem Abdeslam, comment vous est venue l'idée de cette molécule? On le rappelle, c'est un médicament courant dont on se sert pour d'autres pathologies. Pourquoi cette molécule plutôt qu'une autre? Alors honnêtement, en fait, le protocole n'est pas thérapeutique. C'est un protocole qui est à la discrétion des investigateurs. Et chaque centre pourrait choisir. Comme on a vu certains patients, j'étais avec Fawzi Raded au début dans cette aventure et on voyait des malades qui avaient une fonction endothéliale égale à 0. On l'a jamais vu. On était choqués en post-Covid de trouver des EQI égales à 0. C'est grave ça. Vraiment, on l'a jamais vu, jamais. Oui. Et c'est à ce moment-là que l'expérience a commencé. On a essayé un peu d'hydroxytyrosol, qui est un dérivé d'huile d'olive, de la vitamine D, de la colchicine. Tout marchait, rien ne marchait finalement avec ces patients. Par contre, on avait remarqué que certains patients qui prenaient cette molécule, justement, avaient une amélioration de la fonction endothéliale. Cette molécule est connue pour la fonction endothéliale. C'est à ce moment-là qu'on s'est mis à la mettre. C'était au début quelques observations. Les malades étaient améliorés, les symptômes disparaissaient, ils normalisaient ou amélioraient leur fonction endothéliale. À ce moment-là, on s'était dit que personne ne va croire le Selem Abdeslam ou le Fawzi Raded et qu'il fallait faire une étude prospective, multicentrique pour ne pas tomber dans les critiques de Raoul. Oui, tout à fait. Alors, là, vous en êtes à combien de recul, professeur Leila Abid? À 3 mois? À combien? Maintenant, on est à 3 mois et on va en fait aborder l'autre volet de cette étude, c'est-à-dire le côté pronostic. On va voir si les patients chez qui on a mis le traitement, est-ce qu'ils font moins d'événements, ils sont vraiment protégés du moment qu'ils ont amélioré leur fonction endothéliale, donc ils vont faire moins de complications thromboemboliques et moins de décès. Donc on va voir le côté pronostic de cette étude à 3 mois, à 12 mois. Et aussi, on va encore élargir cette étude parce que notre objectif, c'est d'atteindre 1000 patients minimum. Et donc, on va, comme je l'ai dit au début, on a avec nous aussi l'équipe de Medine et de Marsa pour élargir encore plus cette étude et avoir plus de résultats. Bravo, en tout cas bravo à nos chercheurs, à nos médecins tunisiens, bravo et on vous dit bravo et en même temps on est triste de voir la situation sanitaire en Tunisie. On vous s'est épuisé, on vous s'est démoralisé, on sait que les moyens ne suivent pas et avec ça vous faites des prouesses. Alors chapeau bas, toute notre admiration. Nous en arrivons à la fin de cette émission. Je vais vous donner à l'un et à l'autre la parole pour le mot de la fin. On commence avec les dames, on commence avec vous, professeur Leila Abid. Je te remercie encore une fois, Denis, pour l'invitation. Nous sommes très très ravis d'avoir les résultats positifs de cette étude qui nous ont permis de comprendre avec plus de clarté le post-Covid et surtout d'améliorer la prise en charge de nos patients. C'était l'objectif principal de cette étude. Et j'ai un message clé. Si vous avez ces symptômes, n'hésitez pas à consulter votre médecin et c'est lui qui va vous indiquer le médicament qui va marcher avec. Et protégez-vous. Et merci, professeur Leila Abid, professeur en cardiologie au CHU Hedi Sheker de Sfax, past présidente de la Société tunisienne de cardiologie et chirurgie cardiovasculaire. Professeur Selem Abdeslam, le mot de la fin.
Merci Denis Hachel. La situation quand même est dramatique. La meilleure façon de ne pas avoir cette dysfonction endothéliale, c'est de ne pas tomber malade. Il faut préparer son endothélium en pré-Covid, il faut faire du sport, il faut prendre des antioxydants le plus largement possible avant le Covid pour être prémuni, mais ce n'est pas suffisant. C'est le masque et la distanciation sociale qui justement permet de protéger les gens. C'est vrai qu'on se bat de jour en jour. Il faudra que nos citoyens prennent connaissance de la situation dramatique actuelle.